Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition consacrée aux actualités sociales. Pour le mois de juillet de cette année, comme à l'accoutumée, je vais vous proposer de bien vouloir laisser encore un petit moment afin de permettre à toutes celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre de le faire dans de bonnes conditions techniques. Merci pour votre assiduité, votre confiance. Vous êtes toujours aussi nombreux et nombreux à participer à ce moment d'échange. Il est pardon, 9h29. Je vais laisser deux, trois petites minutes si vous le voulez bien et nous pourrons alors débuter la présentation de ce rendez-vous. Bonjour, rebonjour à celles et ceux que j'ai eu l'honneur de saluer il y a quelques instants. Comme je l'indiquais, je vais laisser encore une petite minute pour faciliter la bonne connexion de celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre. Alors c'est un moment, l'heure juste est un moment de grande affluence de connexion. Voilà, le nombre de participants progresse et nous allons pouvoir, bien évidemment, dans une petite minute, aborder les sujets de ce rendez-vous. Bien, je vous propose donc d'engager dès à présent nos échanges. Bienvenue à toutes et à tous. Merci pour votre présence, votre assiduité à ce rendez-vous mensuel consacré aux actualités sociales, et puis votre confiance renouvelée, sans cesse renouvelée, à nos présentations. Je suis accompagné aujourd'hui de Maëla Masson, qui œuvre également dans l'équipe de veille juridique, qui suivra l'ensemble de vos interrogations sur le chat. Donc, comme à l'accoutumée, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions. Bien évidemment, nous aurons des moments de pause pour l'étude de vos interrogations dont Maëla me fera le relais. Bonjour à tous. Bonjour Maëla.
Alors, voilà, pardon. Faut-il encore m'habituer au passage de diapo? Alors, ce mois-ci, une page spéciale jurisprudence. Vous avez pu noter par le passé que par moment, les décisions prises, notamment bien évidemment pour sa juridiction la plus élevée qu'est la Cour de cassation, ne sont que de faible portée sur nos activités. Par contre, effectivement, ces temps-ci, elle a eu l'occasion de se pencher sur des interrogations, des questions, des thématiques qui ont l'importance dans notre vie quotidienne professionnelle. Préalablement, je vous propose d'étudier les éléments de fond de la dernière directive européenne du mois de mai consacrée à la transparence des rémunérations, ce à quoi doivent s'attendre les entreprises dans la transposition, quelles seront leurs prochaines obligations en matière de recueil d'informations, de mise en œuvre de l'information à destination soit collectivement des salariés, c'est-à-dire via leurs représentants, soit directement à raison de leurs demandes individuelles. Quelques informations complémentaires et puis pour la page jurisprudence, nous présenterons quelques décisions récentes, notamment consacrées à la discrimination salariale et à l'obligation qui pèse sur l'employeur de communiquer les bulletins de paie des collègues pour apprécier l'éventuelle différence de traitement salarial et pourquoi pas faire preuve de discrimination. Comment dire si un véhicule utilisé par un salarié devient un avantage en nature ou pas? Quelles sont les exigences en matière de relations de travail dans l'utilisation de la langue française, notamment dans la rédaction d'un certain nombre de documents? Jusqu'où va l'obligation de l'employeur en matière de reclassement s'agissant d'un salarié inapte? Doit-on considérer, lorsque le salarié est en déplacement, que son temps de trajet entre l'hôtel et le lieu de la mission constitue un temps de travail effectif ou non? Quelle procédure peut engager l'employeur pour obtenir de la part du salarié le remboursement de frais professionnels indûment versés? Et enfin, alors ça c'est un classique, hein, parce que bien évidemment la jurisprudence est établie depuis un certain temps, mais je pense qu'il n'est pas inutile de le rappeler, notamment pour bien maîtriser l'ensemble de la gestion du contrat de travail à temps partiel, en l'occurrence ici en matière de durée du travail, la réalisation éventuelle d'heures complémentaires et du risque de requalification en contrat à temps plein. Alors, désolé, encore quelques difficultés de passage de diapo. Voilà. Alors, on l'évoque rarement, mais la réglementation européenne a une incidence forte sur nos pratiques et notre législation. Au mois de mars, nous avions eu, bien évidemment, quelques éléments de transposition. Nous avions évoqué notamment la prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du congé paternité, hein, qui n'avait pas eu l'étendue de l'ensemble de ses droits. On l'avait notamment pour l'assignation du temps de travail effectif lorsqu'il s'agit des congés payés, mais nullement quand il s'agit de l'impact en matière d'ancienneté, des droits qui résulteraient de l'ancienneté. Récemment, donc au mois de mai, a été adoptée une directive qui vise à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes. 3 points de suspension, la dénomination est assez longue. Je vous ai mis ici le cadre général. Il y a quelques jours, j'avais eu l'occasion d'un moment d'échange et de questionnement avec le directeur général du travail, M. Ramin. Je lui ai moi-même posé la question de connaître du calendrier de la continuité de ces transpositions de notre législation nationale de la réglementation européenne, notamment des directives, à l'occasion et à la suite, bien évidemment, de ce que j'évoquais qui a été fait au mois de mars. Il n'y a pas de calendrier. Ma préoccupation était celle d'enfin la transposition de la directive de novembre 2003. Vous voyez qu'il y a une vingtaine d'années. Et cette directive de novembre 2003, qui est parfois méconnue, est d'une extrême importance puisqu'elle porte sur la durée du travail, les congés payés et le droit à repos. Et que l'interprétation qu'en font les juges européens, notamment lorsque survient un arrêt maladie au cours du congé payé du salarié, eh bien, n'a pas la même incidence, la même portée
que ce qu'en font, notamment au regard de notre législation nationale, la Cour de cassation, puisque pour les juges européens, il y a motif à report, alors que pour les juges nationaux, il n'y a pas de motif à report. Réponse du directeur général du travail, pas de projet en ce sens pour une transposition dans son intégralité de cette directive de novembre 2003, et il admet qu'il puisse y avoir des frottements entre ce qui relèverait de notre législation nationale et donc tel qu'interprété par la haute juridiction, qui est la Cour de cassation, et éventuellement, bien évidemment, l'interprétation que fait la Cour de justice de l'Union européenne de la directive de 2003. Alors, nous restons encore sur deux périmètres juridiques qui ont leur propre logique et qui donnent lieu ou non progressivement à quelques adaptations en la matière. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de mettre en place un certain nombre de mesures afférentes à la transparence des rémunérations. Alors, je fais une synthèse globale ici. Pourquoi je fais une synthèse globale? C'est pour vous dire ce vers quoi nous allons devoir nous orienter, en attendant bien évidemment que le législateur en France puisse se saisir ou soit saisi par le gouvernement en place de ces questions-là et donc de la nécessité de la transposition de la directive du 7 mai dans notre législation nationale et notamment dans le Code du travail, puisque je n'imagine pas que ces mesures ne soient pas codifiées. En premier lieu, il s'agit de préciser les informations à destination des candidats à un emploi. Les candidats à un emploi peuvent prendre connaissance de la rémunération initiale ou fourchette de rémunération initiale sur la base, nous dit-on, de critères objectifs non sexistes et correspondant au poste concerné. Alors, ce premier élément, c'est important. Suivez-vous sans doute les débats sur la pertinence ou pas d'indiquer dans une offre d'emploi la rémunération proposée. Alors, de quelle manière elle n'est jamais fixe? C'est une fourchette, basse et haute, à discuter, à négocier, à examiner en fonction, bien évidemment, du niveau de formation, des compétences du salarié et de son expérience sur le poste. Or, de plus en plus d'offres d'emploi ne portent pas cette information relative à la rémunération proposée, ni même une fourchette. Serons-nous tous contraints, lorsqu'une offre d'emploi est émise, de préciser et de porter à la connaissance du salarié ou des candidats en l'occurrence, puisqu'ils ne sont pas encore salariés, la rémunération proposée ou la fourchette de rémunération? La probabilité est extrêmement forte, ce qui clora le débat de manière sans doute définitive. Devront être portées également à la connaissance de ces candidats, le cas échéant, les dispositions pertinentes de la convention collective appliquée par l'employeur en rapport avec le poste. Alors, qu'est-ce que ces dispositions pertinentes? Une convention collective est extrêmement vaste. Elle couvre un champ thématique important, complet. Quelles doivent être ces dispositions pertinentes? Est-ce qu'il s'agit de la classification, du coefficient permettant bien évidemment l'étude par le candidat de la correspondance entre le premier point qui est la rémunération proposée et la grille de rémunération? Quelles sont ces dispositions pertinentes? Portent-elles sur les éléments contractuels? S'agit-il des congés? S'agit-il d'un simple renvoi? Ou doit-on être beaucoup plus précis dans l'information? Ça, c'est un travail que devra réaliser le législateur lorsqu'il sera saisi du projet de transposition. Et interdiction absolue pour le recruteur de demander aux candidats leur précédente rémunération, voire les actuelles lorsqu'il est en poste. Or, même s'il ne s'agit pas d'une demande récurrente et courante, ce sont des informations parfois demandées par des recruteurs. Cette information ne sera plus possible, ou cette demande ne sera plus possible. Alors après, vous avez toujours le caractère extrêmement clos de l'entretien, bien évidemment, qui va peut-être permettre à certaines personnes d'échapper ou de passer outre cette interdiction de demande
des rémunérations antérieures. Bon, en tout état de cause, normalement, la loi devrait faire interdiction, pour se conformer à cette directive européenne, doit faire interdiction dans les prochaines années à la demande d'informations sur les rémunérations précédentes ou les actuelles. Sur un second volet de cette transparence, les informations à destination des salariés, avec notamment l'accès aux critères déterminants que sont la rémunération, les niveaux de rémunération pratiqués dans les entreprises, la progression de la rémunération des salariés avec possibilité d'en exempter les employeurs de moins de 50 salariés, notamment sur cette politique de progression. Voilà, extrêmement difficile ici, non pas de délivrer le niveau de rémunération, mais à certains moments de la vie de l'entreprise et de la situation de l'emploi, d'avoir une juste correspondance entre d'une part la rémunération proposée et d'autre part les rémunérations pratiquées pour des postes similaires. Pourquoi? Parce que vous avez parfois, à certains moments de la vie d'une entreprise, de la vie d'un secteur d'activité, et bien des tensions sur le marché en termes de recrutement. Et si l'on souhaite bien évidemment s'attacher les services de personnes exerçant dans tel ou tel métier, avec tel ou tel niveau de compétence, il y a ce qu'on appelle la guerre des talents. Et la guerre des talents, pour y répondre, l'un des premiers moyens, premier outil de réponse, c'est la rémunération. Et parfois, elle peut être en déphasage, parce qu'on souhaite absolument recruter, entre ce qui est proposé à l'occasion d'une offre d'emploi et, bien évidemment, les rémunérations pratiquées. Sachant que lorsqu'une offre d'emploi est émise, et bien évidemment, si elle répond aux exigences fixées par la directive, les salariés en poste prendront connaissance ou de la rémunération proposée ou de la fourchette, parce qu'ils ont accès, bien évidemment, à tous les moyens d'information, de production et de publication des offres d'emploi. Quel que soit l'outil que vous utilisez, la recherche est assez aisée. Extrêmement difficile, effectivement, de conserver une certaine confidentialité relative aux rémunérations proposées, si en même temps, d'une part, on souhaite impérativement recruter un certain nombre de salariés dans un marché en tension en termes d'emploi, et d'autre part, eh bien, la réalité des rémunérations pratiquées pour les personnes les plus anciennement en poste sur des métiers similaires. Droit à l'information des salariés, information obligatoire de l'employeur à destination de tous les salariés cette fois-ci, d'un droit à communication par écrit, donc au bénéfice de ces salariés, du niveau des rémunérations individuelles et moyens, par sexe, pour l'accomplissement d'un même travail ou travail équivalent. Alors là, on vise effectivement le genre, puisque l'objectif est de lutter pour ce qui est constaté d'une différence de traitement salarial entre femmes et hommes, et bien évidemment de permettre à tous ces salariés de pouvoir se positionner, selon qu'ils soient hommes ou femmes, de pouvoir se positionner au regard des rémunérations qui sont pratiquées pour des postes similaires, pour un travail, nous dit-on, un même travail ou un travail équivalent. Après, il peut y avoir quelques différences liées éventuellement à l'expérience sur le sujet. Droit des salariés également ouvert pour demander ou recevoir, également toujours par écrit, des informations, ainsi que toute précision et détails supplémentaires en cas d'information inexacte ou incomplète. En clair, le salarié estime, ou les salariés estiment, ou leurs représentants estiment que les informations délivrées par l'employeur sont insuffisamment précises ou le cas échéant inexactes, et bien évidemment, ils auront le pouvoir de solliciter et donc de recevoir ces précisions par écrit relativement aux informations qu'ils avaient préalablement obtenues. Et puis le droit, effectivement, toujours exerçable, si je puis dire, par l'intermédiaire des représentants des salariés, ils demeurent les interlocuteurs
pas exclusif, puisque le salarié peut exercer ce droit à précision, mais il demeure bien évidemment des interlocuteurs privilégiés pour l'employeur à la transmission des informations, la transmission indirecte des demandes des salariés. Dans tous ces cas de figure, la directive octroie à l'employeur un délai de réponse fixé à 2 mois maximum à compter de la date de la demande. Ce qui signifie bien évidemment que la demande au moins doit être reçue parce que, par écrit, parce que la réponse soit écrite est une chose, mais la demande doit être au moins faite par écrit avec via des modalités, via un processus qui portera date certaine, bien évidemment, pour mieux en apprécier le respect de ce délai fixé à 2 mois. Par ailleurs, la directive protège le salarié en matière de communication de sa rémunération, puisque toute clause de confidentialité sera désormais interdite, ou de nul effet ou de nulle portée, lorsqu'elle sera inscrite dans un contrat de travail. On ne pourra pas exiger du salarié une totale confidentialité sur sa rémunération. Voilà. Après, c'est le jeu, je dirais, de la gestion habituelle, la relation de travail collective ou individuelle que l'on peut avoir. En tout état de cause, toute mention, notamment dans le contrat de travail ou dans un de ses avenants, de confidentialité sur la rémunération sera de nul effet. Alors, la directive fixe également un certain calendrier en matière de communication de données relatives aux écarts de rémunération entre femmes et hommes. Sur le calendrier le suivant, alors je vous laisse apprécier le niveau d'effectif de vos entreprises respectives, mais voyez que pour les entreprises qui compteront au moins 250 salariés, donc plus, la mise en œuvre de ces communications doit se faire au plus tard le 7 juin 2027, c'est-à-dire dans 4 ans, et il n'est jamais trop tard, ou trop tôt plutôt, pour examiner maintenant, dès à présent, quelles pourraient être les modalités de communication, voir comment renforcer au regard de cette directive, bien évidemment, les pratiques que vous avez déjà, puisque par la suite, cette communication se fera chaque année civile suivant celle de la première mise en œuvre et donc au plus tard en tout état de cause le 7 juin 2027. Pour les entreprises comptant 150 salariés jusqu'à 249, cette même date limite est fixée au 7 juin 2027. Par contre, pour les entreprises de 100 à 149 salariés, la date limite de mise en œuvre est fixée au 7 juin 2031. Donc, elles ont 4 ans de plus. Par contre, pour ces deux derniers groupes, en termes d'effectifs, eh bien, la communication par la suite se fera à un rythme triennal, c'est-à-dire que cette communication sur ces écarts se fera tous les 3 ans. Donc, notez que jusqu'à 249 salariés, cette communication a une périodicité triennale, alors que 250 salariés plus, la périodicité est annuelle. Quelles sont les informations à délivrer dans le cadre de l'étude des écarts de rémunération? Eh bien, il s'agit de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Je rappelle que bien évidemment ici, la directive, par sa nature, dans le droit européen, dans le droit communautaire, vous avez deux natures de texte. Le règlement qui est applicable tel quel et la directive qui fixe des objectifs, charge, comme le dit celle-ci, en tout cas la directive du mois de mai, de donner des orientations, des objectifs à atteindre. La loi nationale doit mettre en place les outils d'atteinte. Donc, précision sera faite, bien évidemment, de ces éléments, de la nature de ces éléments, de la construction de ces éléments dans la loi transposant la directive du 7 mai. L'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes au niveau des composantes variables ou complémentaires, c'est-à-dire que vous avez le salaire de base et tout ce qui s'y ajoute, l'écart de rémunération médian entre les femmes et les hommes, ce qui permettra à chacun de ces deux groupes de pouvoir apprécier s'il est au-delà ou en deçà de la rémunération médiane.
L'écart de rémunération médian entre les femmes et les hommes, y compris cette fois-ci, bien évidemment, sur les composantes variables complémentaires, c'est-à-dire tout ce qui va s'ajouter au salaire de base. La proportion de femmes et d'hommes bénéficiant de composantes variables complémentaires. La proportion de femmes et d'hommes dans chaque quartile. Des pratiques que nous avons déjà, d'ailleurs, hein, dans la délivrance de ces données. Et l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie de travailleurs, ventilés par salaire ou traitement ordinaire de base et par composantes variables ou complémentaires. Alors, ce sont bien évidemment des thématiques, des sujets qui font l'objet de communication déjà en l'état de notre législation nationale et qui vont se poursuivre. On va beaucoup plus loin dans cette directive. Hein. On va beaucoup plus loin. Vous voyez bien que la transparence va jusqu'à la mention des rémunérations. Si je reviens un peu en arrière, si vous le permettez, rémunération fourchette, destination, critères déterminants de l'information de destination des salariés, la rémunération, les niveaux de rémunération, la progression des salaires. Oui, lorsque l'on va évoquer tout à l'heure les moyens probants qui vont permettre à un salarié de justifier d'une éventuelle discrimination salariale, eh bien là, on y répond, hein, s'agissant de la progression, de la politique de progression salariale que met en œuvre un employeur. Il aura en tout état de cause, très probablement, des outils permettant de justifier d'une discrimination. En tous les cas, là, de donner des informations à l'employeur et des éléments de droit constituant des indices éventuels que pourra obtenir le juge pour exiger de l'employeur, bien évidemment, des preuves de non-discrimination. La transposition de la législation nationale doit se faire au plus tard le 7 juin 2026, c'est-à-dire un an avant les premières obligations de communication d'écart de rémunération dont on a vu que la première date d'entrée en vigueur pour les entreprises comptant 250 salariés plus et entre 150 et 249, la date est celle du 7 juin 2027. Voilà. Donc le gouvernement, ou s'il devait y en avoir un autre, puisqu'on a quand même des échéances électorales 2020, non, pas d'échéance électorale 2022-2027, pardon, non, ce sera toujours en tous les cas la même majorité présidentielle, devra mettre en place, bien évidemment, cette directive dans notre code du travail. Maëla, des questions sur ce sujet? Pour l'instant, aucune question. Merci, Maëla. Quelques informations complémentaires avant d'aborder notre grande page jurisprudence, assez récente. L'activité partielle, alors, bien évidemment, sauf avoir échappé aux actualités des derniers jours, et notamment de la semaine dernière, vous avez bien évidemment pris connaissance des événements, et notamment de ces émeutes urbaines. Un certain nombre d'entreprises, secteurs d'activité ont été particulièrement touchés, ont subi des dégâts, un certain nombre de préjudices. Le retour au lieu de travail semblait plus que difficile, voire impossible. Le gouvernement a pris mercredi au Conseil des ministres l'initiative de permettre le recours à l'activité partielle pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de ces émeutes. Alors, on rappellera dans un premier temps les circonstances permettant le recours à l'activité partielle. Alors, l'activité partielle que nous avions mise en œuvre très massivement il y a 3 ans, pour d'autres motifs, hein. Là, c'était même une cause à l'échelle planétaire qui nous vient, c'était cette pandémie planétaire. On rappellera que le Code du travail permet le recours à l'activité partielle en raison de la conjoncture économique, des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, pardon, le sinistre ou des intempéries à caractère exceptionnel, la transformation, restructuration, modernisation de l'entreprise et toute autre circonstance de caractère exceptionnel. Alors, à dire vrai,
je dirais que on pourrait, j'aurais pu mettre en gras le cinquième point d'ailleurs, en même temps que je relis les circonstances de recours. Sinistre à caractère exceptionnel ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel, c'est ce que relève le gouvernement. Nous sommes dans ces motifs de recours. Hein. Certaines entreprises n'ont pas pu encore à ce jour reprendre une activité économique normale. Leurs salariés n'ont pas pu reprendre leur poste de travail, n'ont pas pu travailler, sans doute encore aujourd'hui. Et bien évidemment, il y avait lieu de permettre à ces entreprises-là de faire face à leurs obligations contractuelles, c'est-à-dire donner du travail aux salariés, et en même temps, puisque le salarié n'est pas à l'origine de sa suspension du contrat de travail, hein, quand on est à l'origine, c'est qu'on est malade ou en grève, le cas échéant, pour prendre ces deux exemples très simples. Mais là, ce n'est pas de son fait. Et donc, juridiquement, l'employeur devrait continuer à rémunérer le salarié. Comment faire face à ces contraintes financières et économiques? Alors, deux façons d'y répondre. La première, c'est le recours plus facile de l'activité partielle, avec du fait de ces circonstances exceptionnelles, bien évidemment, ce se fera sans dépôt, dépôt de demande préalable. L'employeur peut d'ores et déjà mettre les salariés en activité partielle et bien évidemment, il lui appartiendra de régulariser sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la première mise en activité partielle. Donc, il peut s'engager immédiatement à la mise en œuvre de l'activité partielle. Alors, pratique qu'il a connue peut-être il y a 3 et 2 ans, le cas échéant. On reprend la même procédure. Elle est celle, bien évidemment, de la déclaration de ces heures réduites, non travaillées, on compte en jours, mais il faut déclarer des heures. Et bien évidemment, pour pouvoir percevoir par la suite l'indemnité, verser d'une part, pardon, l'indemnité d'activité partielle aux salariés et recevoir en tant qu'employeur l'allocation euh, d'activité partielle. Alors, ici, on sera dans des taux logiques, hein, 60% pour l'indemnité, 36% pour l'allocation. Nous ne sommes pas dans des cas dérogatoires qui permettaient une équivalence. En tous les cas, les choses ne sont pas dites de la sorte. Donc on retiendra ces deux taux, 60% au titre de l'indemnité, 36% au titre de l'allocation. Alors, une disparité réelle, sauf à ce qu'éventuellement le gouvernement décide, de manière très exceptionnelle également, de permettre l'application de taux dérogatoires. L'information n'est pas délivrée à ce jour. Si vous êtes concerné, on ne peut que vous inviter à procéder d'ores et déjà à vos déclarations sur le service dédié. Est admis également un délai de paiement, hein, toujours pour les entreprises qui se trouveraient être en difficulté du fait des émeutes urbaines que nous avons connues. Si vous en rencontrez, parce que bien évidemment, si l'activité est très fortement réduite, on ne peut pas dire que le chiffre d'affaires soit là, et en même temps, vous avez un certain nombre de contraintes, charges sociales notamment. Alors, il est possible de demander un délai de paiement et cette demande doit être effectuée sur votre compte URSSAF, sur le site, sur le site URSSAF via votre compte habituel en ligne en tant qu'employeur. Enfin, une précision qui a été donnée récemment, la cotisation AGS, son taux demeure inchangé et restera, et depuis le 1er juillet dernier, à 0,15%. Bon, il n'y avait pas d'éléments avant-coureurs, si je puis dire, permettant d'imaginer une évolution de ce taux dans un sens ou dans l'autre. Voilà pour ces informations complémentaires. Maïla, j'imagine qu'il n'y a peut-être pas d'autres questions. Je peux peut-être Non, poursuivre sur pour ce sujet. l'instant, non. Merci, Maïla. Alors, une page spéciale jurisprudence. Quelques décisions qui me paraissaient fort utiles d'aborder. La première d'entre elles, alors, il n'y a pas d'incidence immédiatement sur nos activités paye, sauf si vous imaginiez dénommer
le bulletin de paye autrement et dans une autre langue ou avec des mentions avec usage d'une autre langue, mais on rappellera d'une part que la loi du travail fait obligation aux employeurs d'utiliser le français. Alors, je ne saurais dire si peu de personnes connaissent cette règle. Moi, ce qui m'épate par moments, c'est la lecture, alors je vais dire en anglais parce que je ne l'ai pas vu dans d'autres langues, pour des emplois en France auprès d'entreprises françaises exprimées en anglais. Voilà, c'est comme ça. Alors que pour tester, bien évidemment, les compétences linguistiques d'un candidat, il y a bien d'autres moyens, hein, ne serait-ce que consacrer une partie de l'entretien à l'utilisation de l'anglais ou d'une autre langue, s'il devait travailler dans une autre langue. C'est l'article L 1321-6 du Code du travail qui impose cette règle-là. Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères. Donc, principe de base, c'est toujours règlement intérieur en français. Rien ne s'oppose, bien évidemment, à ce que l'employeur puisse y adjoindre des annexes dans une langue étrangère. Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail. Cela va. Alors, ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. Reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. Ce qu'on vise là, ici, c'est notamment, en matière de documents, le contrat de travail, l'offre d'emploi, et au cours de la vie du salarié, toute information nécessaire à l'exécution de son contrat de travail. Une exception, lorsque ces documents sont reçus de l'étranger. Or, s'étend, par constat personnel, par témoignage, de plus en plus l'usage de l'anglais, y compris, je dirais, notamment pour certains métiers dont le vocabulaire est anglais, je pense notamment au métier de l'informatique, quand bien même, eh bien, la loi impose, bien évidemment, l'utilisation du français. On rappellera qu'il y a des sanctions à l'inobservation de ces obligations qui pèsent sur l'employeur, et la première d'entre elles, c'est la sanction pénale, puisque la méconnaissance des dispositions de l'article 1321-6 du Code du travail encourt l'administration d'une amende pour une contravention de 4e classe, c'est-à-dire 750 € par infraction. En pratique, vous disais-je, eh bien, ce sont tous les documents comportant des obligations pour le salarié, contrat de travail, offre d'emploi, etc., etc. Et ce qu'ont eu à trancher les juges de la Cour de cassation, chambre sociale, 1er juin 2023, donc une décision extrêmement récente, était de savoir si un plan de commissionnement à destination d'un salarié qui occupe un poste de commercial, pour dire assez rapidement, rédigé dans une langue étrangère, lui était opposable ou non. La société mère est aux États-Unis, mais la filiale avec laquelle le salarié a contracté est française. L'employeur est donc français. Peu importe l'organisation du groupe, l'employeur du salarié est français et il exerce en français. Donc, il est extrêmement difficile à dire, puisque c'est l'employeur en France qui produit le plan de commissionnement, d'avoir recours au dernier alinéa de l'article 1321-6 qui permettrait éventuellement la réception de documents de l'étranger. La maison mère n'est pas l'employeur
du salarié et normalement n'a pas à exprimer un plan de commissionnement le rattachement hiérarchique et juridique du salarié et la filiale française. Partant de ce constat organisationnel et appliquant rigoureusement et strictement les dispositions de l'article 1321-6 du Code du travail, les juges ont considéré que ce plan de commissionnement est inopposable aux salariés. Donc, plan de commissionnement inopposable, alors comportait bien évidemment un certain nombre d'objectifs et de commissions à raison de l'atteinte des objectifs. Et à dire vrai, s'il est inopposable, il est juridiquement de nul effet. S'il est juridiquement de nul effet, on rappellera que lorsque l'employeur verse une prime d'objectif sans que le même employeur n'ait fixé ses objectifs, eh bien c'est la totalité de la prime qui est due au salarié, puisque la non-exécution des objectifs ne résulte pas du fait du salarié, elle résulte du fait de ce que l'employeur n'a pas produit les objectifs, n'a pas soumis les objectifs aux salariés. Donc c'est une inaction de l'employeur, et non pas du salarié. L'inaction de l'employeur, dans ce cas-là, encourt bien évidemment l'obligation de verser la prime d'objectif. On serait dans la même continuité et dans la même conséquence ici, lorsque le plan de commissionnement est bien évidemment constituant une annexe au contrat de travail, n'a pas été rédigé en français. Donc, soyons extrêmement prudents de manière globale. Normalement, même les dénominations de poste devraient être en français. Alors, je sais, hein, le terme payroll manager au lieu de responsable de paye, est de grand usage. Je n'en disconviens pas. Mais ici, si on veut être rigoureux également en matière d'utilisation des éléments contractuels et des éléments de paye, on doit impérativement vérifier si nous sommes dans le cadre du champ d'application de l'article 1321-6 du Code du travail ou en dehors de ce champ d'application. L'autre décision concerne la mise à disposition d'un véhicule et l'avantage de nature. Notez ici que contrairement à la décision que nous avons précédemment et les suivantes, c'est la deuxième chambre civile qui a rendu un arrêt en date du 11 mai 2023 afférent à cette question. On rappellera toujours que le contentieux de la sécurité sociale, bien qu'il s'agisse plus du TAS maintenant, mais du tribunal judiciaire, ne modifie en rien les recours progressifs et le pourvoi en cassation se fait toujours auprès de la deuxième chambre civile qui est maintenant depuis de nombreuses années compétente pour trancher les questions relatives à la législation de sécurité sociale et en l'occurrence au domaine de cotisation et d'assujettissement aux cotisations, aux sécurité sociale. Alors pour rappel, quelques éléments. Vous savez que dorénavant l'article 242-1 du Code de la sécurité sociale qui reste, qui demeure toujours dans le Code de la sécurité sociale, renvoie pour la détermination de l'assiette et donc a été expurgé de certains de ces alinéas, et le premier d'entre eux, qui précisait l'assiette de cotisation, pour alimenter l'article L136-1 du Code de la sécurité sociale et avoir une identité d'assiette entre l'assiette de CSG et l'assiette de cotisation sociale. Alors après, il y a quelques, bien évidemment, disparités, je ne reviens pas dessus, et l'article 242.1 conserve notamment tout ce qui va concerner la réglementation afférente à notre mécanisme dit de réintégration sociale, ou encore les plafonnements d'exonération en matière d'indemnité de rupture. Alors, que nous dit cet article? Il nous dit que l'attribution prévue à l'article R100, alors c'est plutôt l'article R136.1.1 qui est cité ici, notamment, renvoyant la contribution prévue par l'article L136.1 est due sur toutes les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelle qu'en soit la dénomination, donc peu importe le vocable utilisé par l'employeur, ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Alors, de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte, on répond notamment, normalement ici, au fait que l'attribution puisse se faire éventuellement par
le CSE, anciennement CE, ou par un employeur tiers. Avantages et accessoires en nature et en argent. On a coutume de rencontrer un certain nombre d'avantages en nature ou en argent, qu'on qualifie généralement en espèces, pour reprendre plutôt la terminologie usitée par le Code général des impôts. Différentes formes, le logement, le véhicule, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, en clair l'outil informatique, le téléphone. Et puis, s'agissant de ces contreparties en espèces, l'avantage en espèces ou en argent, la prise en charge, par exemple, par l'employeur de dépenses personnelles du salarié. Un exemple très simple, le salarié part en congé, l'employeur lui propose, pour récompense, de prendre en charge ses billets de transport. Eh bien, cet avantage-là que tire le salarié de la prise en charge par l'employeur des frais de transport constitue un avantage en argent qu'il y a lieu de soumettre à cotisation et qu'il y a lieu de soumettre à l'impôt sur le revenu. Dans l'affaire qu'ont eu à connaître les juges, il s'agissait, à la suite d'un redressement opéré par l'URSSAF, de savoir si l'inspecteur de recouvrement a effectué ce redressement conformément à la loi, ou alors répondre positivement aux moyens de contestation de l'employeur qui lui considère que le salarié n'y tirait aucun avantage. De quoi s'agissait-il? Il s'agissait en réalité de l'utilisation d'un véhicule en dehors du temps de travail et pour lequel l'employeur, de manière directe ou indirecte, procédait à une prise en charge des factures d'entretien. Bon. D'une part, le salarié faisait un usage personnel du véhicule, ce qui en soi constituait une économie, puisque bien évidemment, lorsqu'il utilise ce véhicule qui est normalement de nature professionnelle à des fins strictement personnelles, il n'a pas d'engagement personnel financier. Et qui plus est, il en a encore moins puisque l'entretien du véhicule est également à la charge de l'employeur. Et il y avait une mise à disposition de manière indirecte, qui passait par la voie d'une association d'ailleurs, enfin, un montage assez particulier, sans doute l'employeur imaginait-il, bien évidemment, par ce montage, échapper à ses obligations légales, hein, et notamment aux dispositions que nous venons d'énoncer ci-dessus. Le salarié bénéficiait également d'une mise à disposition d'une carte de carburant. Lorsque l'on prend ces éléments, usage du véhicule en dehors du temps de travail, entretien du véhicule par l'employeur, mise à disposition de frais de carburant, quel constat a fait l'URSSAF? Constat confirmé par la Cour de cassation, c'est qu'il y a réellement une économie de frais de transport et dans ce cas-là, bien évidemment, il y a qualification d'un avantage en nature et si qualification d'avantage en nature il y a application des dispositions légales et du Code de la sécurité sociale que vous avez ci-dessus. Donc, soyons extrêmement prudents dans le montage que vous pourriez opérer, éventuellement où vous avez connaissance, notamment dans cette mise à disposition. Il convient rapidement et à la fois à la lecture des dispositions légales et de l'interprétation extrêmement stricte et rigoureuse qu'en font les juges, d'examiner si à un moment donné, le salarié n'a pas un gain financier personnel de la mise à disposition d'un véhicule ou d'autres biens matériels ou de la prise en charge qui normalement lui incomberait, mais une prise en charge qui est effectuée de manière directe ou indirecte par l'employeur. Et encore une fois, même si ce montage est un montage qui conduit à une prise en charge indirecte, peu importe. Vous voyez bien que ici, le seul fait d'attribuer l'avantage ou l'accessoire de manière directe ou indirecte fait tomber la valeur de cet accessoire dans le champ des cotisations sociales. Donc,
on peut toujours imaginer tout montage. À un moment donné, l'inspecteur de recouvrement, le contrôleur URSSAF, examinera de très près en réalité les dépenses faites à l'avantage du salarié et réintégrera ces avantages-là dans l'assiette de cotisation. En clair, il va procéder à un redressement de l'assiette. Et c'est un redressement positif, donc à l'avantage de l'URSSAF et non pas à l'avantage de l'employeur. Nous en revenons cette fois-ci à des décisions prises par la chambre sociale et notamment au reclassement d'un salarié inapte. Alors, on peut avoir quelques distances avec nos activités paye, mais on va voir dans un instant en réalité l'impact paye, notamment sur les conditions de validité du reclassement d'un salarié inapte. Alors, on rappellera qu'il y a à la charge de l'employeur une obligation de reclassement d'un salarié qui est déclaré inapte, notamment par la médecine du travail. Que ce salarié soit déclaré inapte consécutivement à un accident du travail, maladie professionnelle ou non professionnelle, accident non professionnel ou maladie non professionnelle, et obligation pour l'employeur d'une proposition d'un autre emploi approprié aux capacités du salarié. C'est le médecin du travail qui, bien évidemment, va apporter l'ensemble de ces précisions et l'éventuelle nécessité d'adaptation du poste ou des conditions de travail pour le salarié lui permettre de retrouver un emploi. Que nous dit le Code du travail? Alors, c'est pas le 126.10, il manque un chiffre, là, j'en suis désolé. Il nous dit la chose suivante, c'est L12-26-10 de mémoire, L12-26-10. Emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutation, aménagement, adaptation, transformation de postes existants ou aménagement du temps de travail. Le médecin du travail dira bien évidemment s'il faut aménager le poste, s'il faut l'adapter, s'il faut le transformer, s'il y a des nécessités d'adaptation du temps de travail. Et l'employeur doit examiner ce reclassement à la lumière des contraintes médicales et des préconisations émises par le médecin du travail. En l'occurrence ici, dans l'affaire qui nous concerne, le médecin du travail a demandé à ce que soit réduit le périmètre des responsabilités attachées au poste, de réduire et d'aménager la durée du travail. L'employeur pensait répondre à ces contraintes en imposant aux salariés une réduction du périmètre de responsabilité. En l'occurrence, il s'agissait d'un poste de directeur marketing et en même temps, le salarié était considéré comme cadre dirigeant. Alors, il était sans doute en raison de son niveau de responsabilité, du périmètre de métier de son poste, occupait-il également la fonction de cadre dirigeant. La proposition faite par l'employeur est celle d'un emploi de chargé de mission marketing et d'une rémunération divisée par 2 parce que le médecin du travail avait notamment demandé à ce que le salarié ne puisse pas être occupé plus de 3 jours par semaine avec au moins un jour de repos avant le 3e jour. Donc classiquement, il aurait pu travailler le lundi, mardi, période de repos le mercredi et une nouvelle activité le jeudi. Voilà, classiquement, après, il peut y avoir d'autres aménagements, hein, bien évidemment, dès lors qu'il y a au moins un jour de repos avant le 3e jour. Et donc interdiction d'exercer 3 jours de manière consécutive son métier. Une rémunération divisée par 2. Alors, dans l'affaire, je ne reviens pas, il y avait eu notamment préalablement une demande de résiliation judiciaire du salarié en raison des
de l'emploi proposé par l'employeur, et puis dans un second temps, l'employeur lui-même, constatant le refus du salarié, a engagé une procédure de licenciement. Mais je dirais que peu importe la voie retenue pour la rupture du contrat, soit l'initiative du salarié, soit l'initiative de l'employeur. Ce qu'on constate, le juge, c'est que en modifiant ce périmètre de responsabilité, en divisant par deux la rémunération, alors que la remise en cause du niveau de responsabilité était une des contraintes médicales ou préconisations, et que bien évidemment la réduction de la durée du travail ne pouvait que conduire à la réduction de la rémunération. Le juge considère qu'il y avait une modification du contrat de travail, et on ne peut pas dire qu'en tout état de cause, il n'y ait pas intrinsèquement modification d'un élément essentiel. Le poste, le niveau de responsabilité constitue un élément essentiel du contrat de travail. Le niveau de rémunération constitue un élément essentiel du contrat de travail. Restant sur cette logique et tout ce qui entoure la protection des droits contractuels du salarié, le juge a considéré là qu'il y avait modification et qu'il appartenait impérativement à l'employeur de recueillir l'accord express du salarié. Ce faisant, dans la mesure où cet accord n'a pas été recueilli, eh bien, la résiliation judiciaire, qui était le première voie de rupture du contrat de travail examinée, et donc résiliation judiciaire au tort de l'employeur, a été retenue par le juge. Donc vous voyez comme il est extrêmement difficile ici, en réalité, de répondre à l'ensemble des exigences des contraintes légales. Et en l'occurrence, ici, on nous dit mais un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, mais tout en tenant compte éventuellement des mesures telles que mutation, aménagement, adaptation, transformation de poste ou aménagement de durée du travail. Eh bien, le poste de l'employeur estimait que le poste de directeur marketing devait être impérativement un poste à temps plein et qu'il ne pouvait pas en être autrement, et que répondant ce faisant aux préconisations médicales, il a créé tout particulièrement pour ce salarié le poste de chargé de mission marketing qui était jusque-là inexistant dans l'entreprise. On pourrait considérer qu'il a rempli ses obligations légales. Néanmoins, le seul fait qu'on ait touché là à des éléments essentiels du contrat de travail, il devait impérativement recevoir l'accord express du salarié. Et donc, c'était plutôt la voie du refus de modification du contrat de travail, cas échéant, qui pouvait être empruntée pour rompre le contrat de travail, que le refus du salarié à un nouvel emploi. Bref. En tous les cas, la décision a été, en toutes les choses, tranchée en ce sens, pour ce cas-là. Et alors, l'impact paye, c'est bien évidemment, on ne pouvait pas, encore une fois, sans l'accord du salarié, modifier sa rémunération. Et on ne peut pas ni modifier ni la rémunération, ni la structure de la rémunération. On évoquait tout à l'heure tout ce qui concerne la transparence en matière salariale, et notamment notre directive du 7 mai 2023. Là encore une fois, la Chambre sociale a eu à connaître des moyens de preuve à établir pour justifier d'une discrimination salariale. Alors, j'ai indiqué discrimination salariale, à dire vrai ici, les personnes qui ont estimé en être victimes avaient en même temps la qualité de représentants syndicaux. À mon sens, la décision du juge aurait été rigoureusement identique s'ils avaient été dépourvus de cette qualité de représentants syndicaux, c'est-à-dire s'ils avaient été un salarié lambda, si vous me permettez l'expression. L'administration de la preuve aurait été exactement la même. Donc on est plus notamment sur une discrimination salariale, alors tenant sans doute à la qualité de délégué syndical des salariés concernés, très certainement, dans les faits et pour cette affaire-là, mais le raisonnement juridique, à mon sens, aurait été rigoureusement identique s'ils en avaient été dépourvus. Et la question se pose de la matérialité de la preuve. Pouvoir est donné au juge par la loi d'instruire sur la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, nous dit le Code
civil, et en pratique, c'est d'ordonner à un employeur, eh bien, la communication d'éléments matériels probants. Ça signifie quoi? Ça signifie notamment qu'il y aura obligation de communication, entre autres. Je dis bien entre autres parce que c'est le bulletin de paie qui nous concerne, mais tout autre document administratif de gestion du salarié recevrait cette même obligation de communication. Des bulletins de paie des collègues placés dans une situation similaire. La condition préalable pour obtenir du juge le droit à communication et de l'ordonner et de l'imposer à l'employeur, c'est que le salarié concerné présente des éléments de fait supposant une discrimination. Ça, à lui de les apporter. Mais voyons où nous en sommes. Nous en sommes en matière de transparence, qu'en application de la loi, et notamment pour les règles afférentes à l'illustration de la preuve, eh bien, lorsqu'il s'estime lésé et victime d'une discrimination salariale, le salarié en question, dès lors qu'il comporte quelques éléments emportant la conviction, en tous les cas, des indices permettant d'imaginer qu'il y a réellement discrimination, pourrait recueillir des informations salariales sur ses propres collègues placés dans une situation similaire. Tout simplement. En l'occurrence, récemment encore, la Cour de cassation l'avait admis, notamment lorsqu'il s'agissait de discrimination salariale entre femmes et hommes, pour un niveau de responsabilité également important au sein de l'entreprise. Donc on est dans la continuité. La chose est d'autant plus déterminante qu'il y a ici rappel de ce que l'employeur doit transmettre au salarié qui, lui, apporte quelques éléments pouvant justifier, ou laissant supposer plutôt que justifier d'une discrimination, de ce qu'il appartient à l'employeur de s'en défendre. Et comment s'en défend l'employeur? Ben, voyez, monsieur le juge, je peux vous présenter, en tout état de cause, les bulletins de paye de collègues et dire qu'il n'y a absolument pas de discrimination. L'autre voie empruntée est celle de l'exigence de transmission de ces documents. Alors, le bulletin de paye comporte des données sensibles personnelles. Elles sont nombreuses. Il s'agit. Alors, la mention n'est pas obligatoire, mais on retrouve généralement l'adresse. Pour rappel, la mention obligatoire, c'est le nom et prénom du salarié, pas l'adresse postale. Mais on retrouve classiquement l'adresse postale. On retrouve bien évidemment les rémunérations, le niveau de rémunération, éventuellement quelques compléments de rémunération, tout dépend quels sont les bulletins requis, notamment pour ceux de fin d'année, où on peut avoir prévu des primes de manière de décision unilatérale de l'employeur, je veux dire discriminatoire, c'est-à-dire à pure décision de l'employeur. Et bien évidemment, l'autre question était celle du niveau d'imposition du salarié. Voilà, notamment pour des taux non personnalisés, qui pourraient donner quelques indications aux collègues. On rappelle que les informations portées sur un bulletin de paye sont des données à caractère personnel, que ces données sont protégées dans le cadre de la réglementation générale de la protection des données, notre fameuse RGPD, que pour autant, le juge considère qu'il y a une absence de droit absolu à la protection des données à caractère personnel. C'est comme ça. Il y a effectivement une réglementation, mais qu'il n'y a pas un droit absolu à cette protection-là. Et que le droit de la preuve l'emporte sur la RGPD. Et il peut y avoir atteinte, parce que ça c'est un des moyens soulevés par l'employeur, qui est celui du risque d'atteinte à la vie privée. Il y a une exigence du droit à la preuve, il y a un droit à l'atteinte à la vie privée. Si les éléments dont on demande la transmission, et notamment en l'occurrence ceux portés sur un bulletin de paye, sont indispensables à l'exercice d'un droit et proportionnés au but poursuivi. Eh bien, en l'occurrence ici, ils sont indispensables à l'exercice d'un droit qui est celui du rétablissement d'égalité de traitement entre le salarié qui s'estime discriminé et ses collègues de travail.
Et en même temps, le juge considère qu'il n'y a pas de disproportion au regard du but poursuivi. Bon, voilà un peu les délicatesses auxquelles vous pourriez être exposé en matière de transmission de l'information, de ce que vous pourriez ou non être surpris ou surprise de ce que l'on vous demande de transmettre ou de mettre à disposition, en tous les cas, pour transmission à la partie adverse, de documents que vous jugeriez, qu'on jugerait tous, je pense, avec aisance, comme comportant des informations à caractère strictement personnel. Autre point, alors celui-ci m'amuse un peu parce que on a tous connu dans nos vies respectives des déplacements, enfin pour l'écrasante majorité d'entre nous, j'imagine. Doit-on considérer que le temps de déplacement entre l'hôtel et le lieu de mission constitue un temps de travail effectif? Alors, ici, on doit avoir un raisonnement premier, un réflexe premier, absolu, absolu, absolu. Parce qu'on a des incidences extrêmement fortes en matière de rémunération, c'est se référer à la définition légale du temps de travail effectif. Cette définition a été introduite dans la loi portant réduction de la durée légale du travail, celle qui ramène à 35 heures, notre fameuse loi du 19 janvier 2000. Pour la première fois, le Code du travail comprenait une définition qui en réalité était tirée de la jurisprudence de la Cour de cassation. La définition est la suivante, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et sont conformes à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. On rappellera également que ces trois critères sont cumulatifs, c'est-à-dire que l'un d'entre eux manque et il n'y a plus de temps de travail effectif. Donc, disposition de l'employeur, être à la disposition de l'employeur, se conformer à ses directives et ne pas pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les trois critères doivent être réunis et présents. Si l'un d'entre eux est manquant, il n'y a pas de temps de travail effectif. Que nous dit la loi en matière de temps de déplacement? Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. Alors, pourquoi le législateur est-il intervenu pour inscrire une définition du temps de déplacement? Alors, pour les petites anecdotes, un petit moment, pour une petite anecdote, tout simplement parce que avant l'introduction dans le Code du travail de cette définition relative au temps de déplacement, les juges avaient considéré que le temps de déplacement dans sa globalité, puisqu'il était effectué dans l'exercice des fonctions du salarié en exécution de son contrat de travail et à la demande de l'employeur, devait constituer un temps de travail effectif. Alors, bien évidemment, vous imaginez, alors, je suis en déplacement pour une demi-heure, c'est une chose, voire pour 1 ou 2 heures, c'en est une autre. Imaginez plusieurs heures d'avion lorsqu'on se déplace d'un pays à un autre, et un pays lointain, en termes de destination, ça signifie que parfois vous avez toute une journée où le salarié n'a pas forcément été actif, si je puis dire, et que pour autant il convenait de considérer comme temps de travail effectif. Cela fait sursauter, bien évidemment, et c'est un très doux euphémisme, certaines directions des ressources humaines, certaines directions financières, dans de grands groupes internationaux. Le législateur a dû intervenir pour mettre des limites à cette jurisprudence naissante, et il a considéré que le temps de déplacement n'était pas un temps de travail effectif, mais qu'il y avait obligation pour l'employeur de prévoir un certain nombre de contreparties, donc soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Donc qu'en est-il lorsque le salarié est en déplacement, il a plusieurs visites consécutives, sur au moins 2 jours, pour l'hébergement, un hôtel est retenu, et qu'il y a un déplacement entre l'adresse de l'hôtel et le lieu de mission. Eh bien, on va examiner la réunion des critères qualificatifs du temps de travail effectif. Si bien évidemment ces critères sont réunis, il y a assimilation à du temps de travail effectif, et s'ils ne le sont pas, on doit verser l'une des contreparties, donc prévues par accord collectif,
ou décision unilatérale de l'employeur qui fixe, lui, les contreparties. Moi, j'ai vu des accords où nous avions devant nous, devant les yeux, eh bien, des tableaux croisés en fonction du déplacement d'une agence à l'autre, selon qu'on travaille habituellement dans telle agence et dans des contreparties en termes de temps de repos. Et donc un compteur dédié particulièrement. Dans l'affaire qu'ont eu à connaître les juges, le temps qu'en est-il? C'est un temps de trajet entre l'hôtel et le lieu de visite des concessions automobiles différent d'un temps de déplacement entre deux lieux de travail, nous dit les juges. Ce ne sont pas deux lieux de travail. C'est un lieu où je suis hors de mon temps de travail et un lieu de mission, c'est-à-dire un lieu où je vais commencer mon travail. Donc, dans la mesure où il s'agit d'un déplacement qui ne se fait pas entre deux lieux de travail, il n'y a pas à considérer qu'il s'agisse d'un temps de travail effectif. Et donc, si ce n'est pas constitutif d'un temps de travail effectif, il appartiendra bien évidemment à l'employeur de voir quelle contrepartie, si les conditions fixées par l'accord d'issue unilatérale sont réunies, quelle contrepartie devrait bénéficier au salarié. Notez que ce qui est intéressant ici dans cette décision, c'est que, en dehors de la nécessité de réunir les critères qualificatifs d'un temps de travail effectif, c'est que les juges nous disent qu'il n'y a pas de déplacement entre deux lieux de travail. Faut-il comprendre qu'à contrario, lorsque j'ai un temps de déplacement entre deux lieux de travail, c'est du temps de travail effectif? Eh bien, on peut répondre par la positive. Pourquoi? Imaginez moi je prends toujours cet exemple-là quand il s'agit de gérer des conventions de forfait en heures. Un technicien de maintenance se rend à son entreprise à 8 heures du matin, son supérieur hiérarchique a établi son planning et il doit visiter un certain nombre de clients pour intervenir sur du matériel informatique, par exemple. Là, il va visiter 2, 3 ou 4 clients dans la journée. Eh bien, du moment où il part de l'agence au moment où il aura fini son travail chez le dernier client, tout ce temps-là est considéré comme du temps de travail effectif, y compris donc le temps de déplacement entre deux clients, qui est un temps de déplacement entre deux travails effectifs, deux lieux de travail. Eh bien, là, on répond bien évidemment à la façon dont on décompte le temps de travail effectif dans le cadre d'une convention en heures, généralement annuelle, hein, bien évidemment, et l'équilibre qu'il y a lieu à rechercher lorsqu'il s'agit d'un déplacement d'une autre nature. Bon, voilà, tout cela doit faire l'objet effectivement d'une attention toute particulière pour savoir si on doit compenser ou compléter la rémunération du salarié dans un premier temps en tant que rémunération, donc temps de travail effectif, ou verser les contreparties en repos ou contreparties financières, pardon, lorsqu'il ne s'agit pas de temps de travail effectif. Remboursement de frais professionnels indûment versés. Les règles civilistes de compensation sont les suivantes, celles qui s'appliquent bien évidemment à la relation de travail. La compensation et l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes, elle s'opère sous réserve d'être invoquée à due concurrence à la date où ces conditions se trouvent réunies. Alors, la première des traductions en matière de paye, c'est bien évidemment le constat de l'absence du fait d'une période de recueil décalée. Les payes du mois de juillet correspondront au salaire de base du mois de juillet, mais tiendront compte éventuellement des incidences de présence ou d'absence du salarié au cours du mois de juin. Donc, de présence, ça signifie peut-être que j'ai réalisé des heures supplémentaires ou complémentaires, et dans ce cas-là, elles doivent m'être versées sur la paye en accompagnement de la paye du mois de juillet, ou alors j'ai été absent, et donc ce sera une retenue sur salaire à ce moment-là. Donc là, j'ai une compensation, parce qu'au mois de juin, n'ayant pas encore connaissance d'éventuelle absence du salarié, je n'ai pas pu traiter l'absence du mois de juin. Alors, en l'occurrence, comment doit être qualifiée juridiquement la demande de remboursement de frais indus? Tout cela est différent de la responsabilité pécuniaire du salarié, puisque c'est ce que voulait voir juger le salarié ou la salariée en question, auprès de laquelle l'employeur demandait le remboursement d'un certain nombre de frais professionnels. Eh bien, la responsabilité et donc la salariée considérait que l'employeur n'avait pas engagé la bonne procédure. La Cour de cassation rappelle que la responsabilité pécuniaire ne peut être engagée uniquement qu'en cas de faute lourde du salarié. En l'occurrence, ici, il n'y avait pas de faute lourde. La salariée n'a commis strictement aucune faute lourde. Il n'y avait pas la commission d'une faute particulière, en tous les cas, une manœuvre ou une action ou une inaction tendant à porter préjudice volontairement
à l'employeur. Et donc, on ne pouvait pas considérer qu'il s'agissait là de paiement de dommages et intérêts au profit de l'employeur. Donc, la Cour de cassation légitime le remboursement de frais professionnels, bien évidemment. Alors, c'est une ancienne salariée, donc il fallait engager la demande de frais de remboursement. Tout cela est indépendant de toute mise en jeu de la responsabilité pécuniaire du salarié. Alors, pourquoi la chose est d'importance? Alors, ça signifie que l'on peut engager la demande de remboursement de frais par la voie classique de la saisine, notamment du juge prud'homal, lorsque le ou la salarié quitte l'entreprise, mais que cela justifie bien évidemment la mesure de compensation lorsque le ou la salarié est toujours en activité au sein de l'entreprise. Et donc, c'est bien la voie de remboursement de frais et non pas de la responsabilité pécuniaire qu'il y avait lieu d'engager. Là, la salariée, avec son conseil, ont tenté sans succès, bien évidemment, de reporter cette échéance de remboursement, ou voire même de l'annuler, considérant qu'il n'y avait pas de préjudice porté à l'employeur et qu'il ne pouvait pas demander de dommages et intérêts. Non, il ne demandait pas de dommages et intérêts, il demandait tout simplement la compensation relative aux frais professionnels indûment versés. Enfin, dernier point, ou dernière décision, la réalisation d'heures complémentaires et requalification au contrat de travail à temps plein. On rappellera dans un premier temps la définition du contrat de travail à temps partiel. Est un contrat de travail à temps partiel le contrat dont la durée est inférieure à la durée légale ou à la durée collective lorsqu'elle-même est inférieure à la durée légale. Donc en clair, dans une entreprise où la durée collective est à 33 heures au lieu de 35, on est à temps plein à 33 heures, il faut avoir une durée inférieure à 33 pour être considéré à temps partiel. Que la réalisation des heures complémentaires se fait sur une base légale dans la limite d'un dixième de la durée contractuelle, et si la convention collective le permet, jusqu'à un tiers de cette durée contractuelle. En tout état de cause, il est strictement interdit d'atteindre la durée temps plein, légale ou conventionnelle. Légale ou conventionnelle. Si l'on veut augmenter la durée du travail du salarié à temps partiel, sans être contraint par ces limites d'heures complémentaires, du nombre d'heures complémentaires, il y a le recours possible, lorsque la convention collective le prévoit expressément, un lavement modificatif temporaire qui permet de modifier la durée contractuelle sur un temps limité et dans des conditions de renouvellement fixées par la convention collective. Donc la convention collective doit prévoir l'ensemble de ce cadre permettant le recours à la modification temporaire, à l'avenant modificatif temporaire. Que se passe-t-il en cas d'atteinte ou de dépassement de la durée temps plein? Eh bien, requalification automatique, nous dit le Code du travail, en contrat à temps plein. Et on rappellera, je ne cesserai de le rappeler, que cette première la requalification est admise dès la première atteinte. Dès la première atteinte. Avec un effet rétroactif, la prescription triennale également. Alors pourquoi je suis répétitif sur ce sujet? Parce qu'imaginez un salarié à temps partiel en janvier 2023, sur une seule semaine, une seule, le salarié a réalisé 35 heures. Alors, je pars de l'idée, bien évidemment, que le temps plein est administré et géré sur une base légale. Une seule semaine. La requalification temps plein est automatique. La requalification temps plein est automatique. La prescription est triennale. Je suis en janvier 2023. Je vais être très précautionneux. Janvier 2023. Première année. 2023, deuxième année 2024. Troisième année 2025. Prescription triennale. Normalement, j'aurai jusqu'à janvier 2026. Décembre 2025, excusez-moi. Je saisis le juge. Cela interrompt la prescription. L'introduction d'une procédure judiciaire interrompt la prescription. C'est la loi. Que se passe-t-il dans les faits? Requalification du contrat de travail à temps plein. Depuis la première atteinte, c'est-à-dire depuis la première ou la deuxième semaine du mois de janvier 2023, requalification sur toute cette durée, le salarié pourra obtenir le paiement de salaire rétroactif
sur 36 mois, alors qu'il a continué à travailler à temps partiel. Et peut-être a-t-il travaillé également auprès d'un autre employeur à temps partiel. Donc, in fine, il aura obtenu le paiement d'un salaire à temps plein alors qu'il aura travaillé tout simplement à temps partiel durant toute cette période. D'où l'extrême importance, encore une fois, du strict respect de la législation afférente à la durée du travail, parce qu'elle a des incidences considérables, importantes, essentielles sur l'ensemble de la rémunération du salarié. Quand je vous dis cela, bien évidemment, ça suppose, le cas échéant, que l'on va réexaminer les éléments complémentaires, tels qu'éventuellement la prime d'ancienneté. Ça signifie également qu'il conviendrait de réviser la base de l'indemnité de congé payé. Parce que le salarié, entre-temps, il a pris des congés payés. Mais si vous requalifiez le temps partiel en temps plein, c'est sa rémunération globale, y compris donc constitutif de la base. Bref, l'ensemble, alors je vais citer deux exemples, mais tout ce que vous pouvez connaître, bien évidemment, en matière de rémunération et d'incidence de la juste détermination du salaire de base. Et quand je dis salaire de base, référence contractuelle, référence bien évidemment conventionnelle, notamment lorsque certains compléments du salaire sont assis sur le minimum hiérarchique, ce qui est assez fréquent de la prime d'ancienneté. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Maëla, des questions sur ce que nous avons vu? Oui, alors, on a une question qui concernait, il me semble, la diapo 13 ou 14, j'ai un doute. La question, c'est: que se passe-t-il pour les plans d'attribution des stock options et leur fonctionnement? Alors, la diapo 13. Sur l'obligation de l'usage du français? Soit la 13, soit la 14, j'ai un doute. Alors, est-ce que Ah oui, ça a c'est trait, oui, à la c'est la mise 13. en... C'est la 13. Je pense que l'usage du français. Même conséquence. Même conséquence. Alors, la difficulté réside. Alors, attention, même conséquence. Il n'est pas exclu que dans l'attribution de stock option, en réalité, on se trouve dans le dernier alinéa de l'article 1321-6. C'est-à-dire qu'il est assez fréquent qu'en réalité, ces stock options résultent d'une décision de la maison mère au bénéfice de l'ensemble des salariés des filiales. Et donc là, on est vraiment dans la situation de documents reçus de l'étranger. Si c'est le cas, vous rentrez dans le champ d'application du dernier alinéa de l'article 1321-6. Et dans ce cas-là, bien évidemment, l'employeur pourra légitimement faire valoir de ce que ces documents ont pour origine la maison mère, un établissement qui se trouve être à l'étranger. Il n'y a pas de difficulté. S'ils sont français, ils doivent être en français. Voilà. Et à dire vrai, j'ai pas connu d'entreprise française attribuant des stock options, des actions gratuites, etc., qui n'émettait pas l'information et le plan d'attribution en français lorsqu'elle-même était française. Moi, très honnêtement, j'ai jamais vu le cas. Par contre, il m'est arrivé effectivement de connaître la publication en anglais de documents RSU, value, autres, peu importe comment on les appelle, émanant de la société mère elle-même installée à l'étranger, assez fréquemment aux États-Unis. Et La donc, dans personne ce a cas-là, bien dit, évidemment, pardon? justement oui, c'est la maison mère qui définit les règles aux États-Unis. Oui, ben voilà. Donc, dans ce cas-là, l'employeur pourra faire application, bien évidemment, du dernier alinéa que vous avez sous les yeux. Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. Voilà. Et je pense que le législateur, là, a bien évidemment envisagé la chose. D'autant plus que, de toute façon, il aurait été difficile de sanctionner une entreprise à l'étranger d'une loi française, sauf à considérer que dans ce cas-là,
les stock options, alors on aura pu, mais dans ce cas-là, ça signifie que l'attribution de stock options serait inopérante. Le risque étant d'écarter les salariés en France de l'attribution de ces stock options. Je pense que la législation ici a été construite de telle manière qu'on puisse atténuer cet effet de bord. Voilà, y a-t-il une autre question, Maïla? Oui, pourrions-nous avoir le PowerPoint à la fin? Oui, il sera mis à disposition comme nous le faisons chaque mois. Il vous sera adressé, c'est Clémence de notre équipe marketing et communication qui procédera à l'envoi et de la mise à disposition du PowerPoint. Une autre Voilà. question peut-être, Maïla? C'est tout. Merci, Maïla. Non, je reviens en arrière, c'est une erreur de ma part. Décidément, avec cette souris et la molette, j'aurai quelques difficultés. Voilà, moi je voulais vous communiquer quelques informations relatives aux sessions de formation que nous vous proposons, puisque nous étoffons progressivement notre offre. Vous savez que c'est quelque chose qui a débuté au mois d'avril, avec une très très grande satisfaction et un grand remerciement de la part de ceux qui ont jusqu'à là pu y participer, puisque la note moyenne sur 5 qui a été attribuée de 4,65. Donc nous vous remercions encore une fois de votre témoignage, de la confiance, de la reconnaissance de la qualité de notre travail. Nous nous y attelons, toute l'équipe dont Maïla fait partie, mais on peut également citer Soukaina, entre autres, du travail réalisé et donc de votre appréciation de ce travail et donc du professionnalisme et surtout pour nous, bien évidemment, de la transmission de l'information, de la juste information et de l'aide que l'on vous apporte dans vos missions quotidiennes. Pour cela, vous pouvez, et vous l'aurez dans le PowerPoint, mais si vous voulez dès à présent le noter, nous avons prévu le programme suivant jusqu'à la fin de l'année, d'aborder la gestion des expatriés détachés en 2 sessions les 7 et 12 septembre 2023. Alors, c'est le même contenu, hein, c'est exactement le même thème, mais avec 2 propositions de date. Ensuite, nous abordons plutôt des propositions sur une seule date, avec des possibilités, je le redis encore une fois, avec des possibilités, notamment si vous souhaitez une formation intra-entreprise, de fixer un autre calendrier dédié spécifiquement à votre entreprise. Donc ici, il s'agit là de dates inter-entreprise. La thématique suivante portera sur la rupture du contrat de travail, où nous vous proposons d'aborder toutes les incidences paye administratives, c'est-à-dire que nous étudierons l'ensemble des conséquences de la rupture du contrat de travail. D'abord, quels sont les motifs soulevés par l'employeur pour rompre le contrat de travail, toutes les incidences en matière de paye, c'est-à-dire quelles sont les primes, quelles sont les indemnités à verser, comment sont-elles déterminées, quelles sont les obligations de compléter, de proratiser ou pas telle ou telle prime, notamment que lorsqu'elle est issue de la convention collective. On aura peut-être quelques également jurisprudence à vous présenter lorsqu'elles ont une autre origine. Et l'administratif, c'est-à-dire quelles sont toutes les obligations déclaratives pour l'employeur et notamment la remise des documents de fin de contrat, quelles sont les obligations, quelles sont les obligations en termes de remise du solde de tout compte, du reçu pour solde de tout compte, son contenu, son délai de forclusion, la même chose pour le certificat de travail, l'attestation pour l'emploi, les sanctions, le contenu, les délais pour les délivrer et les sanctions encourues en cas d'absence de remise. La gestion des heures supplémentaires et complémentaires. Alors, vaste sujet, très honnêtement, je vous dirais même que pour le délai qu'on y consacre à ces formations qui est de demi-journée de 3h30, je ne sais même pas si nous aurons fait le tour du sujet, tant, bien évidemment, sont multiples les façons dont on va décompter les heures supplémentaires et complémentaires à raison du type d'organisation du temps de travail retenu par l'entreprise. La pluralité de ces types d'organisation de temps de travail, la définition exacte des heures supplémentaires, leurs incidences en termes de rémunération, l'alimentation du contingent, quand est-ce qu'il y a contingent ou pas, et nous aborderons bien évidemment la partie paye en termes à la fois de rémunération, à la fois en termes d'exonération. Autre sujet sensible sur lequel nous-mêmes nous sommes amenés parfois à intervenir en précision des modalités opérationnelles dans la gestion paye, hein,
celle du contrat à temps partiel. On vient d'évoquer les conséquences de l'atteinte de la durée temps plein au sein de l'entreprise. Vous aurez tout. Qu'est-ce qu'un temps partiel? Quelles sont les contraintes? Qu'est-ce que des heures complémentaires? Quelles sont les gestions en matière, les incidences en matière de plafond? Quelles sont les incidences en matière de congés payés? Quelles sont les contreparties possibles à la réalisation d'heures complémentaires? On reviendra bien évidemment incontestablement sur l'avenant modificatif temporaire. Voilà. Toutes les incidences essentielles qu'ils peuvent avoir, notamment plafond, congés payés, heures complémentaires. Pardon, oui, j'ai oublié de donner la date, c'est le 10 octobre. Nous approchons progressivement de la fin de l'année avec la réintégration sociale et fiscale qui sera proposée pour le 9 novembre. Alors, pourquoi cette date-là, volontairement à la fin de l'année? Parce que ça sera le moment vraiment absolu de vérifier l'ensemble de vos contrats, de l'éligibilité ou non au mécanisme dit de réintégration sociale et fiscale, et notamment, bien évidemment, de l'appréciation des plafonds exonératoire. Quelles sont les conditions, contributions patronales éligibles à ces plafonds exonératoires? Que se passe-t-il en cas de dépassement? Comment cela s'opère sur mon bulletin de paye? Bref, tous les sujets vont être abordés, tant à la fois sur la nature des contrats de prévoyance, de retraite supplémentaire, de mutuelles supplémentaires, complémentaires famille ou autres, et les différentes modalités de financement et leurs incidences. 9 novembre, c'est l'occasion également de commencer à travailler sur la gestion des plafonds de cotisation sociale, éventuellement de procéder à leur régularisation pour effectuer une déclaration juste conforme à la loi au mois de décembre. Puis on sera le 14 novembre, donc éventuellement encore un peu de temps pour corriger la régularisation progressive. Et puis en dernier lieu, vous avez encore le mois de décembre et remettre une DSN avec les cumuls annuels propres, conformes à la réglementation. Là aussi, réduction générale des cotisations patronales, notre fameuse RGCP, ou anciennement dénommée Fillon. Alors, tout y passera, notamment quand nous avons été sollicités très récemment sur la façon dont on doit gérer la présence d'heures supplémentaires dites structurelles dans le cadre de la réduction générale des cotisations patronales, tout simplement en cas d'absence du salarié, de période normale. Pour un exemple très simple, il y a une forme de calcul, il y a un prorata à réaliser, quel est-il? Et bref, l'ensemble des éléments et le juste prorata du SMIC, parce que vous savez que les redressements opérés par les URSSAF, en termes d'importance, sont dans un premier temps le travail illicite, mais ça on ne peut pas grand-chose. Hein. Lorsque le salarié est déclaré, il n'est pas déclaré, ben, écoutez, il n'entre pas dans la base de paye. Les frais professionnels, où là, les URSSAF estiment que certaines sommes ne recouvrent pas les critères définissant les frais professionnels et le redressement. Et le troisième motif de redressement, c'est la RGCP. Voilà, la réduction générale des cotisations patronales. Donc soyons extrêmement prudents, notamment dans la gestion du numérateur, le SMIC. Comment doit-il être proratisé? Comment j'ajoute des heures supplémentaires ou complémentaires? Quelles sont les heures supplémentaires ou complémentaires éligibles, etc., etc. Et puis nous vous reproposons, parce que ça avait un certain succès, le thème des indemnités de rupture, calcul, régime social et fiscal, que nous avions déjà proposé au mois d'avril. Et bien nous proposons de le retrouver au mois de décembre, le 12 décembre, et de faire, pour ceux qui n'ont pu y participer, un nouveau tour d'horizon de l'ensemble des règles afférentes aux indemnités de rupture, quelles sont les modalités de calcul, quelle est l'assiette, quels sont les taux, que dois-je faire des périodes de suspension de contrat de travail concernant la période de référence, quelles sont les indemnités de rupture qui bénéficient de l'exonération plafonnée, quel est ce plafonnement, quelle est la différence entre le plafond d'exonération sociale et le plafond d'exonération fiscale, quelles sont les situations de réintégration dès le 1er euro, quelle est la gestion de la CSG-CRDS et notamment son caractère déductible fiscalement ou non. Bref, tout cela fera partie du programme. 12 décembre, on vous rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire, alors je ne sais pas si la page est déjà prête, sur celle qui vous est présentée, hein, SD Works, RH et Paye, formation juridique et paye, sachant que nous allons disposer, nous, en interne chez SD Works, alors qu'il n'est pas encore
mise en place, mais très prochainement, une page spécifique dédiée aux formations qui concernera tout le groupe SDWorks. Et la page, je vous rassure, sera en français. Voilà, je tiens à le préciser. Donc, elle concernera nos activités SDWorks France et qui permettra de faciliter la gestion globale. Mais pour le moment, vous avez cette page-là. Et en tout état de cause, n'hésitez surtout pas, vous êtes déjà quelques-uns, quelques-unes à l'avoir fait, à nous contacter à l'adresse suivante que vous avez sous les yeux, taxandlegal-fr@sdworks.com. Surtout, n'hésitez pas un seul instant à le faire. Nous aurons toujours un grand plaisir à vous apporter réponse à toutes vos interrogations et précisions que vous jugerez utiles. Enfin, nous sommes toujours à votre disposition pour votre abonnement souhaité à notre service d'information juridique, sociale RH, que nous avons déjà eu le plaisir de vous présenter et qui vous permet bien évidemment, grâce aux informations que nous pourrions vous adresser, de faciliter votre gestion quotidienne, mais gestion pas uniquement paye, parce que en paye, si vous êtes déjà client de SDWorks, ça nous y engageons dans le cadre des productions de paye dont nous avons la charge, mais d'aller bien au-delà de paye si vous avez quelque nature que ce soit sur la construction d'un contrat, sur la rupture d'un contrat, sur le recours à tel ou tel type de contrat, sur la gestion des relations collectives, sur l'épargne salariale à titre d'exemple, sur la durée du travail dans sa globalité. N'hésitez surtout pas, qui n'a pas d'impact immédiat en paye, mais de la compréhension de la législation sur la durée du travail, ou l'une des thématiques à titre d'exemple que je viens de vous citer, n'hésitez pas, nous serions vraiment très heureux de pouvoir en échanger avec vous, nous apporter les informations qui nous permettront de répondre activement à votre problématique et d'en échanger avec vous. Voilà. Sauf si vous avez des questions sur ce dernier sujet. Maïla, des questions peut-être sur l'offre de formation? Pas d'autres questions. Je vous donne, puisqu'ils ont déjà été arrêtés, je vous les avais indiqués lors des sessions du mois de juin, les prochains rendez-vous. Donc, il s'agit toujours du premier vendredi du mois, sauf des 4 exceptionnels. Donc, ce ne sera pas le vendredi 1er septembre. Il y aura peut-être encore. Alors, je pensais précédemment que la rentrée scolaire était celle du vendredi 1er septembre. Je me suis rendu compte que c'est le lundi 4. Donc, en réalité, notre prochaine session se tiendra le 8 septembre. On laissera quand même les gens revenir doucement de leur congé. Peut-être certains le feront-ils ce vendredi 1er septembre ou dans le week-end qui suit. Je vous propose de nous retrouver le 6 octobre. Ensuite, ce sera le 10 novembre, puisque le 3 novembre sera encore en pleine congé scolaire de l'automne. Et ensuite, le vendredi 8 décembre, pour laisser un petit espace entre le 10 et le 8. Voilà, notez cet horaire-là et vous pouvez déjà prendre note de prochain rendez-vous. N'hésitez surtout pas à l'inscrire dans vos agendas pour pouvoir bloquer les dates et la planification de ces rendez-vous. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention, de votre assiduité, de nous faire régulièrement confiance, puisque je sais que vous êtes très nombreux et nombreux à nous suivre. Merci Maëla pour cet accompagnement-là. Et puis la mise à disposition du support se fera par le canal habituel. Clémence procédera à son envoi, alors peut-être pas aujourd'hui, mais dans le courant de la semaine prochaine. Je vous remercie. Si je n'ai pas l'occasion de vous retrouver, je vous souhaite une bonne continuation pour ce mois de juillet et puis d'excellentes vacances, un excellent moment de repos, on en a tous besoin. L'année n'a pas été simple, la rentrée ne le sera pas forcément plus. Et bien évidemment, d'autres sujets, d'autres thématiques nous attendront incontestablement à partir du mois de septembre. Merci à toutes et à tous, bonnes vacances, bon été. Merci bien, au revoir. Merci, au revoir.